Avez-vous déjà pensé « Laisse couler, ça ne vaut pas la peine de discuter, je suis au-dessus de ça ». Combien de fois avez-vous avalé les mots justes, la réponse nécessaire, les cris coincés dans votre gorge, juste pour éviter un conflit? Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui pourrait être douloureux à entendre. Chaque fois que vous faites cela, vous vous trahissez vous-même. Nous vivons dans une culture qui vénère une paix superficielle. Dès l'enfance, on nous apprend que ne pas confronter est un signe de maturité, qu'être poli signifie se taire quand quelque chose nous dérange, que choisir le silence, c'est être supérieur. Mais c'est un mensonge. Nietzsche l'a vu avec une clarté brutale. Il a compris qu'une grande partie de cette vertu que vous portez n'est rien d'autre que de la peur déguisée, peur du conflit, peur de perdre l'amour ou l'approbation des autres, peur d'être perçu comme difficile, agressif ou égoïste. Mais je vais vous dire une chose clairement, tant que vous vivrez pour plaire et éviter les conflits, vous serez condamné à ravaler votre propre colère. Le philosophe a appelé cela la morale d'esclave. Un ensemble de valeurs créées par les impuissants, par les rancuniers, ceux qui n'ont pas pu réagir et ont appris à se cacher derrière une façade d'humilité et de soumission. Et le pire, c'est que cela est devenu la norme, un modèle de comportement. Aujourd'hui, vous pensez être bon, alors qu'en réalité, vous vous autorisez à être dominé. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien d'injustices avez-vous tolérées juste pour maintenir l'harmonie? Combien de fois êtes-vous resté silencieux alors que vous saviez qu'il fallait parler? Combien de fois avez-vous encaissé des offenses, des humiliations, des manques de respect, au nom de la paix? Je ne suis pas là pour vous dire que vous devez vous battre avec tout le monde. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de revendiquer votre droit à exister avec dignité. Parce que je vais vous le dire clairement, si vous n'apprenez pas à affronter le conflit, il vous dévorera de l'intérieur. Le ressentiment s'accumulera et, un jour, vous ne pourrez plus le supporter. Alors, soit vous exploserez de la pire manière, soit vous sombrerez dans l'apathie, convaincu qu'être bon signifie être inoffensif. Mais la nature offre une issue, une philosophie qui vous invite à briser ce cycle de soumission, qui vous montre comment le conflit, loin d'être un ennemi, peut être un chemin vers votre libération. Dans cette vidéo, nous approfondirons les idées de Nietzsche sur la peur de la confrontation. Vous comprendrez comment cette morale d'esclave façonne encore votre vie aujourd'hui et, surtout, comment la surmonter. Êtes-vous prêt à entendre quelques vérités qui dérangent? Alors, restez jusqu'à la fin. Ce que vous découvrirez ici pourrait changer à jamais votre vision du monde et de vous-même. Pourquoi avez-vous si peur du conflit? Pour comprendre pourquoi vous craignez tant le conflit, vous devez aller au-delà de vos expériences personnelles et plonger dans l'histoire morale de l'humanité. Et personne ne l'a fait avec autant de crudité que Friedrich Nietzsche dans la généalogie de la morale. Nietzsche révèle un processus brutal. Les valeurs que vous portez aujourd'hui, celles que vous considérez comme bonnes, ne sont pas nées de la noblesse de l'esprit, mais de l'impuissance, du ressentiment et du besoin des faibles de se défendre contre les forts. Imaginez une époque où la force était la loi. Les hommes nobles, les guerriers, ne s'excusaient pas pour leur volonté de puissance. Ils dominaient, imposaient des limites, cherchaient à s'affirmer dans le monde. Leur morale était active, affirmative. Le bon était ce qui reflétait la force, le courage, la grandeur, l'autosuffisance. Mais il y avait les autres, les faibles, les rancuniers, incapables de gagner dans le jeu du pouvoir sans la force d'imposer leur volonté. Ils n'avaient qu'une seule ressource, renverser les règles du jeu. Comment? En créant une nouvelle morale basée sur l'inversion des valeurs. Ce qui était autrefois bon, force, fierté, courage, est devenu mauvais, péché. Ce qui était faiblesse, soumission, obéissance, humilité, a été élevé au rang de vertu. Non par un véritable désir de bonté, mais par nécessité. Ce fut un acte de survie. Nietzsche appelle cela la morale d'esclave. Une morale créée non pas à partir d'une vie vibrante, mais à partir de la négation de la vie. Un système de valeurs qui glorifie le retrait, la renonciation, la passivité.
comme s'il s'agissait de choix supérieurs, alors qu'en réalité, ce sont des défenses inconscientes contre l'incapacité d'agir. Et vous pourriez penser que tout cela appartient au passé, mais ce n'est pas le cas. Cette morale est toujours vivante. Elle façonne l'éducation que vous avez reçue. Elle est dans les phrases que vous avez entendues depuis l'enfance. Ne réponds pas, ne discute pas, sois gentil, ne crée pas de problème. Dès votre plus jeune âge, vous avez été conditionné à associer la confrontation au mal et la soumission à la vertu. Chaque fois que vous vous taisez, baissez la tête ou évitez un conflit pour maintenir l'apparence de l'harmonie. Vous êtes gouverné par cette morale d'esclave. Mais attention, cela ne signifie pas que vous êtes faible ou soumis par nature. Cela signifie qu'on vous a appris à croire qu'être fort, affirmer votre volonté, imposer des limites, tout cela était mal. Vous avez été endoctriné pour croire que être bon, c'est être inoffensif. Le résultat, un schéma psychologique qui piège des millions de personnes. Peur de la confrontation, peur de prendre position, peur de réclamer votre propre pouvoir. Vous vous convainquez que vous êtes mûr parce que vous évitez les conflits, alors qu'en réalité, c'est la peur qui vous paralyse. Et plus vous fuyez, plus la morale d'esclave grandit en vous. Mais il y a un autre poison dans ce processus. La colère que vous refoulez ne disparaît pas. Elle fermente en vous, se transforme en ressentiment. Le ressentiment, le poison silencieux. Nietzsche était un maître dans l'art de disséquer l'âme humaine, et rarement son analyse a été aussi impitoyable que lorsqu'il a décrit le fonctionnement du ressentiment. Dans la généalogie de la morale, il explique que le ressentiment naît lorsqu'une impulsion vitale, le désir d'agir, de s'affirmer, d'imposer sa volonté, est frustrée et ne peut se manifester. Mais cette énergie ne disparaît pas, elle se retourne vers l'intérieur, et au lieu de se transformer en action, devient un poison. Le rancunier est celui qui voudrait agir, mais n'ose pas. Il voudrait affronter l'agresseur, mais ne le fait pas. Il voudrait réclamer son espace, mais craint les conséquences. Alors, il refoule cette force et commence à construire une narration morale pour justifier sa passivité. Je suis meilleur parce que je ne réagis pas. Je suis plus noble parce que je pardonne. Je suis supérieur parce que je ne m'abaisse pas à discuter. Mais tout cela est un mensonge. Derrière ce discours de supériorité morale se cache une colère non reconnue, une frustration non exprimée, une impuissance qui pourrit l'âme. Et vous le sentez, même si vous ne l'admettez pas. Chaque fois que vous restez silencieux face à une offense et passez des heures à ruminer ce que vous auriez pu dire, c'est du ressentiment. Chaque fois que vous voyez quelqu'un abuser de votre bonne volonté et, au lieu de vous affirmer, vous accumulez de l'amertume, c'est du ressentiment. Chaque fois que vous feignez la paix, mais ressentez une rancune grandissante de ne pas pouvoir défendre vos limites, c'est du ressentiment. Nietzsche nous avertit. Le rancunier n'est pas seulement une victime, il est complice de sa propre prison. En ne confrontant pas le conflit quand il le faut, vous nourrissez ce poison en vous et, avec le temps, il vous détruit. Le ressentiment crée un cercle vicieux. Plus vous fuyez la confrontation, plus vous devenez rancunier. Plus vous êtes rancunier, moins vous avez le courage de confronter. Et ainsi, vous sombrez peu à peu dans l'amertume et l'apitoiement. Le plus tragique, beaucoup s'habituent à cette condition et commencent à définir leur identité autour d'elle. Ils deviennent des martyrs volontaires, fiers de leur prétendue bonté, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers de leur propre peur. Mais Nietzsche ne croyait pas que nous soyons condamnés à ce destin. Il y a une issue, un chemin de transformation profonde. Et cela implique de cultiver la volonté de puissance, la capacité d'affirmer votre existence sans honte, sans culpabilité, sans peur. La volonté de puissance, briser les chaînes. Nietzsche n'était pas seulement un critique de la morale d'esclave, il nous a aussi laissé un chemin de libération. La clé se trouve dans l'un de ses concepts les plus puissants, la volonté de puissance. Ce concept a été mal interprété au fil de l'histoire. Certains l'ont réduit à un simple désir de dominer les autres, mais il est bien plus profond. La volonté de puissance est l'impulsion fondamentale de la vie. Tout ce qui vit veut s'étendre, s'affirmer,
Grandir, dépasser ses propres limites, c'est la force qui pousse. La graine a percé la terre. Le jeune animal a exploré le monde. L'être humain a créé, conquérir, transcender. Mais la morale d'esclave tente d'étouffer cette volonté. Elle vous dit « N'affirme pas ton désir. Ne te démarque pas. Ne confronte pas. Ne sois pas dangereux. » Elle veut que vous vous contentiez d'une place petite, inoffensive, contrôlable. Lorsque vous refoulez votre volonté de puissance, elle ne disparaît pas, elle se corrompt. Elle devient ressentiment, passivité, apitoiement. Récupérer votre volonté de puissance signifie renouer avec cette force vitale qu'on vous a appris à craindre. Abandonner l'illusion que la vertu réside dans la soumission. Accepter que la vie est conflit et que la confrontation consciente est un acte d'affirmation, pas de violence gratuite. Comment y parvenir? D'abord, en reconnaissant que la peur du conflit n'est pas une vertu, mais un vice que vous avez hérité et devez maintenant surmonter. Ensuite, en commençant à prendre position sur les petites choses. Apprenez à dire non. Apprenez à poser des limites. Revendiquez le droit d'exister pleinement. Enfin, en cultivant le courage d'affronter les conflits inévitables de la vie avec conscience et présence, non pour détruire l'autre, mais pour vous affirmer dans le monde. La volonté de puissance ne consiste pas à opprimer, mais à cesser d'être opprimé. Il s'agit de vivre avec intégrité, la colonne vertébrale droite, l'âme libre. Mais Nietzsche savait que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle exige un processus profond, une renaissance intérieure. Et pour expliquer ce processus, il nous a laissé l'une des métaphores les plus brillantes de la philosophie, les 3 métamorphoses de l'esprit, le chameau, le lion et l'enfant. Les 3 métamorphoses de l'esprit. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche décrit les 3 métamorphoses de l'esprit. Le chameau, l'esprit qui porte. Le lion, l'esprit qui dit non. L'enfant, l'esprit qui crée. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une carte existentielle, un chemin vers la libération. 1. Le chameau, l'esprit qui porte. Le chameau est l'esprit qui supporte des fardeaux. Il ploie sous les attentes des autres, sous les normes sociales, sous les obligations morales imposées par une culture qui vénère la passivité. On vous dit « Tu dois être obéissant, tu dois être humble, tu dois avaler ta colère, tu dois éviter la confrontation. » Et le chameau accepte tout. Il est fort dans sa capacité à endurer, mais cette force est stérile. C'est la force de la résignation, pas de la création. Pire encore, le chameau s'enorgueillit de sa propre souffrance. Plus il se soumet, plus il croit être vertueux. C'est le stade où vit la majorité des gens. Et peut-être vous reconnaîtrez-vous là. Mais Nietzsche ne nous laisse pas là. 2. Le lion, l'esprit qui dit non. Vient un moment où l'esprit du chameau se rebelle. Il ne supporte plus le poids des mensonges qu'il porte. Il veut la liberté. Il veut s'affirmer. Et pour cela, il doit devenir lion. Le lion est la figure de l'esprit qui apprend à dire non. Non aux impositions extérieures. Non à la morale d'esclave. Non aux rôles sociaux qui le diminuent. Le lion est l'incarnation de la volonté de puissance éveillée. Mais attention, le lion ne cherche pas à détruire pour détruire. Son combat est pour un espace, un territoire intérieur où il peut exister avec authenticité. Pour conquérir cet espace, le lion doit affronter le plus grand de tous les dragons, le dragon du tu-dois. Ce dragon brille de 1000 écailles et sur chacune est écrit un commandement. Tu dois être docile, tu dois être soumis, tu dois éviter le conflit. Abattre ce dragon demande du courage. Vous devrez affronter les regards de désapprobation, les critiques, le rejet, la culpité internalisée depuis l'enfance. Mais c'est un combat nécessaire, car ce n'est qu'en apprenant à dire non de manière authentique et consciente que vous vous libérez de la prison de la soumission. 3e, l'enfant, l'esprit qui crée. Et alors arrive la dernière métamorphose,
L'enfant. L'enfant est l'esprit renaissant, libéré du fardeau du chameau, libéré du besoin défensif du lion. Maintenant, l'esprit est créateur. Il ne vit plus en réaction, mais en création. Il crée ses propres valeurs. Il choisit où se soumettre et où se rebeller. Il vit avec légèreté, authenticité, joie. À ce stade, le conflit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de création. Vous ne cherchez plus à vaincre l'autre, mais à vous affirmer selon qui vous êtes vraiment. C'est la véritable renaissance que propose Nietzsche. Mais pour y arriver, vous devez passer par le feu de la confrontation. Traverser le désert du rejet et du doute. Briser, une fois pour toutes, avec la peur qui vous enchaîne. Conclusion. Cessez d'être complice. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, il est temps d'affronter une vérité qui dérange. Votre silence a un prix. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ferais mieux de me taire, ça ne vaut pas la peine, ça ne changera rien, il vaut mieux laisser passer ». Mais la réalité est celle-ci. Chaque fois que vous choisissez le silence face à une injustice, vous n'êtes pas neutre. Vous renforcez le comportement qui vous opprime. Vous enseignez au monde que vous acceptez d'être traité ainsi. Vous permettez au schéma de domination, d'abus et de manque de respect de persister. Nietzsche l'a vu clairement. Une morale construite sur la peur ne mène pas à la paix, elle mène à la dégénérescence de l'esprit. Quand vous vous taisez pour éviter les conflits, vous ne construisez pas une vie meilleure. Vous construisez un tombeau pour votre volonté. Et ne vous y trompez pas, le monde le remarque. Les gens perçoivent quand vous avez peur de vous affirmer, et ceux qui agissent de mauvaise foi en profitent. Le silence que vous croyez protecteur vous expose en réalité. Chaque limite non exprimée est une invitation à la franchir. Chaque vérité non dite est une opportunité pour le mensonge de s'installer. Nietzsche nous enseigne qu'une vie authentique exige du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré la peur. Le conflit, quand il est nécessaire, est le terrain où s'affirme l'intégrité. C'est là que vous démontrez, à vous-même et au monde, que vous avez une colonne vertébrale, que vous avez des valeurs, que vous avez des limites. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'envie de vous taire, demandez-vous, suis-je vraiment sage ou suis-je simplement lâche? Cette question, si vous y répondez avec honnêteté, peut changer votre vie. Car devenir qui vous êtes ne se produit pas dans le silence complaisant. Cela se produit dans l'affirmation courageuse de votre propre existence, la confrontation nécessaire, le conflit inévitable. Vous n'êtes pas fait pour être un chameau éternel, portant le poids des autres. En vous se trouve le lion, qui dit non. En vous se trouve l'enfant, qui crée. Vous avez la force de briser les chaînes, mais cela demande de l'action, et cela demande que vous commenciez maintenant. Si cette vidéo a résonné en vous, si une partie de celle-ci vous a fait ressentir quelque chose, je veux que vous commentiez ci-dessous. Je choisis de ne plus me taire. Écrivez-le, parce que mettre cette décision en mots est le premier pas pour la concrétiser. Et ne vous arrêtez pas là, poursuivez le voyage. La prochaine vidéo est tout aussi importante. Elle vous aidera à approfondir ce processus de transformation que vous avez commencé. À bientôt.